Bonjour Erwan Bellard, je suis donc docteur en sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, intervenant pour le MAS en gestion des ressources humaines et des carrières, et par ailleurs aussi chef d'entreprise dans le domaine de la photographie. J'ai entrepris des recherches, et notamment mon doctorat, sur la question de la diversité, des émotions et du conflit dans les relations de travail. Alors, la question démographique est un enjeu, et la question de la pénurie de la main-d'œuvre notamment est un enjeu qui débute à partir de 2010 en fait, d'après notamment les statistiques. Donc on ne le ressent pas encore tout à fait aujourd'hui, cette question de pénurie, mais du fait notamment encore de la crise qui est passée par là. Mais il est fort probable que dans les années à venir, cette pénurie soit plus marquée et importante. Et alors les secteurs principalement concernés, ce sont les secteurs évidemment qui concernent plutôt les employés qualifiés ou des ouvriers qualifiés aussi. Donc on pense notamment à des métiers manuels, dans le bâtiment par exemple, mais on pense aussi par exemple à tout ce qui est métier dans le domaine de la santé, infirmières, aides-soignantes, médecins. On pense aussi aux ingénieurs, à des personnes hautement qualifiées. Et donc voilà, il y a effectivement plusieurs secteurs qui sont concernés. Il y a des conjonctions de plusieurs phénomènes qui font que, par exemple, dans certains secteurs, cette pénurie se fait déjà plus sentir que d'autres, comme par exemple le fait que certaines branches, certaines formations sont délaissées aujourd'hui par les plus jeunes. Et donc la pénurie se fait doublement sentir dans ces secteurs-là. Il sera d'autant plus marqué et important dans les années à venir. Il faut savoir que la population européenne, on prévoit qu'en 2035, un quart de la population européenne aura plus de 65 ans. Un quart. Donc c'est vraiment un chiffre important. Et dans le même temps, on souhaite, et c'est presque une contrainte, on aimerait que les pays européens maintiennent un taux, une activité importante. Et pour cela, il faut de la main-d'œuvre. Et donc cela risque de se faire sentir de manière très importante dans les années à venir, et plus particulièrement si la reprise qui commence à s'amorcer aujourd'hui s'accélère dans les années à venir. Oui, il y a des différences. En Suisse, traditionnellement, les gens rentrent plus tôt sur le marché du travail et sortent plus tard, comparativement par exemple à la France, ou à l'Italie, ou à la Belgique. Donc la Suisse a quelque part un petit avantage compétitif sur ses voisins, mais cela ne veut pas dire pour autant que les entreprises suisses n'ont pas des choses à faire et à améliorer en matière de démographie, notamment sur la question des seniors et pour mobiliser les seniors dans leur entreprise. C'est d'abord de commencer par essayer de garder un principe d'égalité dans les pratiques de ressources humaines. Alors ce qu'on observe en réalité, c'est que les entreprises aujourd'hui développent des politiques de responsabilité sociale, des politiques de gestion de la diversité, et dans le même temps mettent en place des pratiques RH qui sont profondément inégalitaires. Donc l'idée serait d'abord de dire, mesurons le degré d'inégalité de nos pratiques RH, dans quelle mesure ces pratiques discriminent certaines populations, que peut-on faire pour préserver cette égalité, avant même de mettre en place des politiques spécifiques pour des groupes cibles, notamment qui s'inscrivent dans une politique soit de discrimination positive, soit de diversité. Alors, si on prend le cas des seniors par exemple, et qu'on regarde un peu plus près les pratiques RH qui sont consacrées aux seniors, alors certes en Suisse ils restent relativement plus longtemps en entreprise, mais par contre beaucoup des pratiques RH, je vais prendre l'exemple de la formation, sont vraiment discriminantes à leur égard. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont beaucoup moins accès à la formation continue que d'autres populations. C'est des gens aussi, par exemple, qui vont voir leur mobilité souvent réduite, qui vont voir, donc je parle de mobilité évidemment hiérarchique, horizontale, verticale, etc. C'est des gens aussi qui vont voir souvent leur rémunération stagner
alors que dans l'entreprise, les autres rémunérations ou d'autres personnes ont accès à plus de formation qu'auparavant. Donc c'est des exemples très concrets de ce type qui, à mon avis, font que il est difficile de garder, par exemple, des seniors mobilisés au travail. La priorité pour moi serait donc de conserver des pratiques de ressources humaines qui soient égalitaires. Alors j'aurais la même réponse, c'est-à-dire que la stratégie finalement que je propose est simplement de s'assurer qu'en termes de formation, d'évaluation, de recrutement, les pratiques RH soient égalitaires. Donc que ces personnes aient le même droit d'accès à la formation, qu'ils aient le même droit, enfin les mêmes avantages en termes de rémunération que d'autres groupes sociaux, qu'ils aient les mêmes possibilités de mobilité malgré leur âge et malgré peut-être même leur manque d'expérience. Voilà, je resterai toujours sur une question d'abord de dire, mesurons, pour moi le travail des RH est d'abord dans un premier temps de mesurer l'égalité des pratiques RH dans l'entreprise. Que cela soit pour les seniors, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les gens étrangers, que ce soit pour les femmes, ça me semble être d'abord la priorité. Je vais vous donner un exemple très concret. Le monde du syndicat a publié une étude du courant de l'été 2010 qui montre que les PDG de certaines entreprises peuvent gagner jusqu'à 1812 fois plus que leurs employés. Et on peut imaginer ici que c'est un jeune qui rentre et qui a un salaire relativement bas. Alors la question, c'est qu'on pourrait développer des pratiques pour les jeunes dans ces entreprises où le PDG gagne 1812 fois plus que le jeune qui rentre. Mais est-ce que ces actions vont être crédibles si déjà on ne met pas en place certains principes qui font qu'on évite ce genre de dérives et d'inégalités qui sont flagrantes et qui sont même utilisées après d'ailleurs par les syndicats ou la presse pour dire voilà, il y a des problèmes dans les organisations, il y a des inégalités qui sont à mon avis effectivement trop importantes. Alors il n'y a aucun lien entre âge et performance au travail. Et d'ailleurs, nous allons remettre aujourd'hui un prix dans le cadre du MAS en gestion des ressources humaines et des carrières à un étudiant qui a fait une étude sur plus de 300 vendeurs, donc 300 commerciaux dans une assurance, et qui prouve qu'il finalement il n'y a aucun lien entre l'âge et la performance. Et cela est assez cocasse puisque dans cette entreprise, il y a un âge limite pour être recruté qui est de 45 ans. Et vous voyez là typiquement, on a un exemple très concret d'une pratique qui est inégalitaire, alors qu'elle n'est pas forcément intelligente en termes de performance pour l'organisation. Inspiré de ce qu'on fait déjà au niveau des États pour les entreprises, ce qu'on appelle le coefficient de Gini, qui est un indicateur assez complexe à calculer par contre, mais qui permet de vraiment mesurer de manière très très juste la distribution des revenus dans une entreprise et de voir si elle évolue et dans quel sens elle évolue, égalitairement ou inégalitairement. Je propose aussi par exemple des indicateurs en formation qui s'intéressent, alors par exemple, c'est des indicateurs qui existent déjà, mais au nombre de personnes qui ont suivi une formation dans l'entreprise. Bon, c'est un premier pas. Mais ce qui serait aussi intéressant, c'est d'avoir des indicateurs sur les gens qui ne suivent pas de formation dans l'entreprise. Des gens, c'est-à-dire qui sont un peu des laissés pour compte, et savoir pourquoi ils sont des laissés pour compte. Ces laissés pour compte, c'est finalement un coût pour tout le monde. C'est un coût pour les gens qui sont laissés pour compte, et c'est un coût pour l'organisation. Donc voilà, c'est ce genre d'indicateur que je souhaiterais que les entreprises développent, qui s'inscrit en plus vraiment de manière très concrète dans l'idée de responsabilité sociale qui aujourd'hui est en vogue. Voilà, pour moi il me semble que c'est des actions qui permettront déjà de mesurer dans un premier temps comment une entreprise se comporte par rapport à d'autres et comment elle évolue dans le temps pour prendre peut-être des actions correctives. Et alors là, c'est clair qu'après on peut se lancer peut-être dans une politique de diversité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'évolution, le sort des femmes n'est pas meilleur dans l'entreprise, le sort des jeunes n'est pas meilleur, le sort des seniors n'est toujours pas meilleur, alors il faut prendre des actions spécifiques pour ces groupes cibles.